Bon, on va commencer. Donc juste pour répéter le principe un petit peu, le cours, il se déroule en trois phases. Une première phase où on part d'une situation concrète, quelque chose d'assez intéressant en fait pour se mettre dans le bain. Ensuite, on analyse cet exemple à partir d'un philosophe, et aujourd'hui ça va être John Stuart Mill. Et troisième phase, il y a des petites questions, un petit quiz si vous souhaitez vous vérifier que vous avez véritablement bien compris le cours. Donc aujourd'hui, le thème, ça va être le cannibalisme. Alors c'est un thème un petit peu polémique parce que généralement on est tous réticents à, à s'engager dans des pratiques cannibales, on va dire, enfin j'espère d'une certaine façon. Et là en fait on va essayer d'analyser le cannibalisme d'un point de vue utilitariste avec John Stuart Mill. John Stuart Mill, comme on va le voir, c'est un philosophe qui succède à Jeremy Bentham, et il modifie un petit peu la doctrine utilitariste, on verra ça plus en détail, et il y apporte quelques éléments qui sont intéressants, qui complètent la doctrine utilitariste, mais qui la complètent en apportant aussi quelques difficultés. Donc on verra ça dans la deuxième partie de la session, vraiment la partie cours à proprement parler. Donc sans plus attendre, on va se lancer tout de suite dans l'exemple concret. C'est parti. Donc le cannibalisme peut-il être justifié? A priori, normalement, tout le monde se dit spontanément non, ça paraît un petit peu bizarre, mais vous allez voir peut-être qu'il y a des cas où ça peut être justifié. Donc le cas qu'on va analyser en détail, c'est une affaire qui a eu lieu à la fin du 19e siècle, et ensuite il y a eu un procès en Angleterre, qui s'appelle donc la Reine contre Dudley Stevens, et ce procès il a eu lieu à la suite en fait du naufrage d'un navire qui s'appelait la Mignonnette. Et vous allez voir ce qui est un petit peu particulier. D'ailleurs il y a pas mal de dommages qui sont faits dans les séries, les films, les romans. Je vais vous en donner un juste après. Alors, je prends le récit du voyage directement de la page Wikipédia, parce que là, pour le coup, c'est simplement une histoire, donc je vous la récite telle qu'elle, et ensuite on discutera en fait de ce que ces personnes ont fait. Donc, le 19 mai 1884, un petit yacht d'environ 19 tonneaux, dénommé Mignonnette, quitte le port de Southampton en Angleterre pour se rendre à Sydney en Australie. À son bord, un équipage de 4 personnes seulement, composé du capitaine Tom Dudley, des matelots Edwin Stevens et Edmund Brooks, et du jeune mousse Richard Parker, âgé de 17 ans. Alors juste, si vous avez relevé l'allusion dans un film, c'est normal, parce que dans un film et dans un roman, parce que dans Life of Pi, le tigre qui accompagne justement l'enfant qui est naufragé, il me semble qu'il s'appelle Richard Parker, et précisément c'est en hommage à Richard Parker qui faisait partie de ce naufrage. Donc le 5 juillet, le bateau coule à environ 1600 miles au nord-ouest du cap de Bonne-Espérance, soit dans l'Atlantique Sud, probablement victime du phénomène de vagues scélérates, considéré comme relativement rare. L'équipage se retrouve alors en perdition dans un modeste canot, sans eau et sans vivres. Donc vous imaginez un petit peu déjà, grosso modo c'est la galère, parce que vous êtes sur une barque, une embarcation avec 4 personnes, et vous n'avez pas d'eau, pas de nourriture, et pourtant vous devez survivre. Donc mettez-vous un petit peu dans leur état d'esprit, c'est quand même pas évident. Puis vous savez pas si vous allez être secouru, on n'est pas quand même dans l'époque actuelle, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de bouée de détresse, enfin bref, il n'y a rien du tout pour indiquer que vous avez coulé et que vous êtes actuellement en perdition en fait. Donc le 16 et le 17 juillet, c'est-à-dire une dizaine de jours après, un petit peu plus d'une dizaine de jours après. Un tirage au sort est discuté afin de désigner qui sera sacrifié pour nourrir les autres, mais aucune décision n'est prise. Donc on ne sait pas trop si c'est parce que n'avaient pas trop confiance en fait dans leur chance, ou si c'est parce qu'ils avaient des principes éthiques qui les guidaient. Enfin en tout cas, toujours est-il que ils ont discuté de faire une loterie pour sacrifier quelqu'un, et au final en fait ils l'ont pas fait. Donc on attend quelques jours, toujours la galère, toujours pas de nourriture, toujours pas d'eau, toujours pas de sauvetage. On est le 23 et le 24 juillet. Richard Parker est dans le coma à la suite du manque de nourriture. Dans certaines versions, apparemment, c'est parce que il aurait bu de l'eau de mer. Donc, soit dit en passant, si vous êtes naufragé, ne buvez surtout pas d'eau de mer parce que c'est pas bon pour l'organisme et ça va vous rendre d'autant plus malade. Donc, ne faites pas ça. Là, apparemment, simplement, dans le récit qui est donné, c'est parce qu'il manque de nourriture. Ok. Bon, toujours est-il, il est pas bien. Dudley propose de l'achever, mais Brooks refuse. Après quelques jours d'âpres discussions, toujours sans nourriture, toujours sans boisson, Dudley et Stevens décident que Parker sera sacrifié avant sa mort naturelle. Donc vous voyez, ils n'attendent pas qu'il soit mort. Afin de préserver son sang à boire, bon, détail un peu glauque, mais
c'est pas faux, sans aucune opposition de Brooks. Le capitaine Dudley dit une prière, puis tandis que Stevens tient les jambes de Parker, il tue le jeune garçon en lui tranchant la veine jugulaire. Dudley, Stevens et Brooke sont finalement retrouvés par le 3-mât allemand Montezuma qui les accueille à bord le 6 septembre 1884. Il y a quand même pas mal de temps, vous voyez, entre le moment du naufrage, le moment où ils sont vraiment mal, parce qu'ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas d'eau, et le moment où ils le tuent, et ensuite finalement le moment où ils sont secourus. Alors là, ce qui va nous intéresser, précisément dans ce cours, c'est davantage l'aspect moral plutôt que l'aspect légal. Parce qu'ensuite, il y a eu un procès, comme je vous l'ai dit, et puis les naufragés ont été jugés, ceux qui ont été secourus. Donc Richard Parker, évidemment, il était mort, donc lui, il a rien eu. Mais les passagers, ceux qui ont survécu, ils ont été jugés, et de mémoire, il y en a un qui a été condamné à mort, et les deux autres, ceux qui n'ont pas été directement, en tout cas, causé la mort de Richard Parker, il me semble qu'ils ont eu des peines assez lourdes, mais qu'ils n'ont pas été condamnés à mort. Ok ? Mais toujours est-il, là, ce qui nous intéresse véritablement, plus que l'aspect légal, c'est l'aspect éthique. Est-ce que ce qu'ils ont fait, eh bien, précisément, c'était bien ou pas bien? Alors, juste pour récapituler un petit peu la situation après ça. Donc, le yacht Mignonnette et son naufrage en 1884. En 1884, le yacht Mignonnette a coulé lors d'un voyage en Afrique du Sud. Les 4 membres d'équipage ont survécu dans un canot de sauvetage, vraiment pendant de longues semaines avant qu'il y ait un navire qui vienne les secourir. Les naufragés ont rapidement épuisé leurs provisions et ont dû faire face à la faim, la soif, l'épuisement. Et là, bon, j'assiste un petit peu parce que c'est vrai que parfois on l'oublie, mais là on discute des choses de manière vraiment théorique. C'est facile, en quelque sorte, là je suis devant mon ordinateur, et puis on essaye de se demander est-ce qu'ils ont fait, c'était juste ou injuste, mais finalement nous on est dans de bonnes dispositions mentales pour juger de ce genre de choses. Eux, c'était pas du tout la même chose. Eux, ça faisait des semaines qu'ils n'avaient pas bu, pas mangé, qu'ils étaient épuisés, qu'ils étaient en plein milieu de l'océan et ils ne savaient pas s'ils allaient être secourus. Donc vraiment, c'est un autre état mental. Faut se mettre un petit peu à leur place, c'est pas évident. Donc leur survie était en jeu. Le cannibalisme, puisque c'est précisément ce qui nous intéresse, vous voyez, il y a une petite illustration d'ailleurs, un petit peu macabre, mais on voit les 3 matelots se nourrir du corps de Richard Parker après l'avoir tué, donc apparemment lui il est en train de boire, donc on peut imaginer que c'est du sang, enfin bref, c'est un peu glauque, mais c'est la réalité dans laquelle ils ont vécu pendant quelques temps. Juste pour rappeler, après 20 jours en mer, les naufragés ont tué et mangé le plus jeune membre, Richard Parker, pour survivre. Dudley et Stevens furent jugés pour meurtre, comme je l'ai dit, mais précisément, nous, ce qui nous intéresse, plus que l'aspect légal, c'est l'aspect moral. Et c'est pour ça que la question que je vous pose maintenant, c'est les naufragés ont-ils eu raison de recourir au cannibalisme pour survivre? Alors, dans un premier temps, je ne vous demande pas si ce qu'ils ont fait, c'était juste. Okay, la justice, la moralité de leur action, on va se le demander, mais dans un deuxième temps. Là, premièrement, on peut se poser une première question de savoir est-ce qu'ils ont eu raison, en fait, de recourir au cannibalisme pour survivre? Parce que, encore une fois, mettez-vous dans leur état d'esprit. Vous êtes, après 2 semaines de naufrage, vous n'avez pas d'eau, pas de nourriture, il y a un de vos camarades qui est dans un très très mauvais état, il est pour ainsi dire, il va mourir si vous ne faites rien. Donc de toute façon, a priori, son sort est quand même plutôt mal barré, pour le dire simplement. Et vous, si vous ne faites rien, vous allez aussi mourir, parce que vous n'allez pas non plus pouvoir tenir éternellement sans boire et sans manger. Donc il faut faire quelque chose. Vous pouvez espérer, vous pouvez attendre qu'il y ait un navire pour venir vous secourir, mais rien ne vous dit que ça va être le cas, rien ne vous dit que vous n'allez pas mourir avant qu'il y ait un navire qui vienne vous secourir. Donc qu'est-ce que vous faites? Alors là, donc vous deux, vous dites, ils ont eu raison de recourir au cannibalisme pour survivre. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer votre raisonnement? D'ailleurs, soit dit en passant aussi, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, ce cours, je le reprends pour ainsi dire intégralement en fait d'un cours qui a été donné à Harvard par Michael Sandel, et je mettrai le lien dans la description de la vidéo, mais ce cours est vraiment très très bien. Alors il est en anglais, mais si vous maîtrisez suffisamment l'anglais, je vous le conseille vraiment. Il y a beaucoup d'exemples que je prends qui sont développés dans ce cours, donc vraiment je vous le conseille, si vous maîtrisez l'anglais, c'est un très très bon cours. Ouais, effectivement, Rugulus, c'est comme les rugbymen dans la Cordillère des Andes, c'est vrai que j'ai plus exactement le cas en tête, mais a priori,
Donc de mémoire, il y a un vol qui s'est écrasé dans la cordillère des Andes avec une équipe de rugbyman à l'intérieur. Et pour survivre, ils ont dû manger leurs camarades parce que, même situation que là, nos naufragés, ils n'avaient pas suffisamment à manger pour tenir en attendant les secours. Donc ils ont dû attendre, enfin ils ont dû manger leurs camarades morts en attendant que les secours viennent précisément les secourir. Il y a un autre exemple aussi, je vous conseille une série qui est plutôt pas mal, qui s'appelle Yellow Jacket. C'est actuellement en cours de diffusion. Je crois qu'il y a 2 saisons. Et pareil, en fait, ça reprend, peut-être que c'est un petit peu inspiré de ça. C'est une équipe de joueuses de football féminin qui se crachent au milieu de la forêt. Et au bout d'un moment, sans trop spoiler, elles doivent recourir au cannibalisme. Donc c'est les mêmes problèmes qui se posent, les mêmes problèmes éthiques qui se posent. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que la nécessité de survivre supplante en fait le devoir moral? Donc c'est des questions assez intéressantes qui se posent. Alors biologiquement, la seule alternative était la pêche. La différence, c'est que dans la cordillère des Andes, ils n'ont pas achevé les blessés. Effectivement, ouais, c'est ça la grosse différence. C'est que là, bon, encore une fois, on s'intéresse pas, on essaye de pas trop s'intéresser à l'aspect légal, mais on est un petit peu obligé. C'est ce qui leur a été reproché au cours du procès, c'est qu'ils n'ont pas attendu que Richard Parker meure. Ils l'ont tué avant qu'il ne meure pour préserver au maximum en fait son corps et pour pouvoir le consommer le plus possible. Mais donc ils n'ont pas attendu qu'il meure naturellement pour le manger. Et c'est peut-être ça à la limite qui est limite. S'ils avaient attendu que Richard Parker meure et qu'ensuite il l'avait mangé, bon bah certes c'était du cannibalisme, mais peut-être que ça aurait été moins répréhensible moralement, parce que là il ne l'aurait pas tué. Ok, donc effectivement c'est un point assez intéressant à soulever. Après c'est vrai que le cannibalisme, pour plein de raisons, enfin religieuses notamment, culturelles peut-être, même les gens qui meurent naturellement, on ne les mange pas parce que c'est un tabou en fait de manger les gens de la même espèce. On est tellement dans une situation désespérée que l'on est prêt à tout pour survivre. C'est pas faux. Il faut essayer de se mettre dans leur tête et comprendre que peut-être que s'ils avaient été vraiment purement rationnels, en se disant est-ce que c'est moral, est-ce que c'est immoral, est-ce que c'est juste, injuste, donc on va attendre qu'il meure pour ensuite le consommer. Là, effectivement, peut-être qu'on aurait pu se dire leur choix, on peut leur reprocher. Mais là, c'est pas ça en fait ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient vraiment presque morts de faim, ils meurent de faim, ils meurent de soif, ils sont épuisés et ils en viennent à tuer quelqu'un pour le manger parce que c'est leur survie qui en dépend. Mais c'est vrai que c'est une situation qui est différente parce que leur état d'esprit certainement est très très affecté par leur état biologique en fait. Et même si on essaye de réfléchir à des choses de manière rationnelle, purement rationnelle, comme on le fait là, malgré tout, on reste des êtres humains, donc biologiques, et on a certaines nécessités, en l'occurrence le besoin de manger, le besoin de boire, qui au bout d'un moment en fait se font sentir. Donc peut-être qu'au bout d'un moment en fait on pourrait dire ils ont fait ce qu'ils ont dû, parce que s'ils ne l'avaient pas fait, eh bien tout simplement ils seraient morts. Donc peu importe la morale, peu importe la justice, au bout d'un moment on doit faire ce qu'on doit faire quoi. Donc peut-être que c'est un raisonnement en tout cas qui peut se tenir. On va essayer de le discuter. Donc ça c'était la première question. Est-ce qu'ils ont eu raison de recourir au cannibalisme pour survivre? Deuxième question que je vous pose. Est-ce que c'était juste? Ok? Est-ce que c'était juste de faire ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire, encore une fois, je le répète, non seulement de le manger, mais peut-être, et surtout en fait, de le tuer avant de le manger. Est-ce que vous pensez que c'est juste ou injuste? Ah, ça c'est intéressant. Donc il y a un oui et deux non. Est-ce que celui qui a dit oui, est-ce que précédemment, vous aviez dit non? Parce que là, ça pourrait être intéressant de voir la différence entre le côté c'est explicable, c'est compréhensible finalement. On peut comprendre pourquoi ils l'ont mangé, mais néanmoins ça reste injuste. Ou alors les deux sont intimement liés. Si on peut le comprendre, alors c'est que c'était juste. Est-ce qu'il y a une différence en fait entre les deux? Entre le côté je comprends pourquoi ils ont fait cette action et le côté même si je comprends, ça reste injuste parce qu'ils ont tué quelqu'un en fait avant qu'il ne meure naturellement et donc ils ont décidé que, bon, je spoil un petit peu en tout cas les axes vers lesquels on pourrait vers lesquels on peut se diriger, mais ils ont considéré d'une certaine façon que leur vie, le fait que leur survie soit plus importante en fait que la survie de Richard Parker. Parce que peut-être, encore une fois, on ne connaît pas le futur. Peut-être que Richard Parker, là, certes, il était très très mal,
Bon, il n'y avait pas de secours ni rien, donc probablement en tout cas, il serait mort. Mais néanmoins, peut-être qu'il y a un futur qui existe, il y avait un futur qui existait, dans lequel Richard Parker, naturellement, aurait pu guérir et aurait pu continuer à vivre finalement parce que le jour d'après, eh bien, un navire aurait pu venir les secourir, ok? Donc peut-être que, en fait, en le tuant, ils ont empêché un futur dans lequel Richard Parker aurait pu vivre et vivre une vie tout à fait heureuse. Donc ils ont empêché ça en fait, ils l'ont vraiment tué, alors que c'était tout à fait possible qu'il y ait un futur qui existe dans lequel Richard Parker ne meurt pas. Qu'est-ce que vous en dites en fait? Pourquoi, selon vous, c'est pas juste, mais néanmoins, on peut comprendre l'action? Normalement, j'ai une petite page de transition entre la partie introduction et la partie cours. Là, je l'ai zappé. Mais vous voyez, c'est assez intéressant parce que justement, ça met bien en lumière le fait que parfois, la nécessité ne correspond pas exactement à ce que l'on attend de la moralité et de la justice. Là, la plupart, en tout cas, vous étiez d'accord pour dire que on peut comprendre que Richard Parker ait été tué pour euh, permettre la survie des trois autres. Vous voyez, on revient en fait sur le dernier cours, sur Jeremy Bentham. C'est le plus grand bonheur pour le plus grand monde, a priori. C'est le plus grand nombre de personnes qui est sauvé parce qu'on a sacrifié une personne, et donc on a sacrifié une personne, mais on en a sauvé trois autres. Donc dans une logique utilitariste, la balance est positive. On a un mort pour trois vivants. Donc Bentham, peut-être, si vraiment on applique à la lettre les principes utilitaristes comme on a essayé de faire dans le dilemme du tramway, on pourrait trouver la même situation. On sacrifie une personne, comme la personne qui est sacrifiée dans le dilemme du tramway, mais le côté positif de la balance, c'est que trois autres, eh bien, peuvent vivre grâce à ce sacrifice. Ok? Mais ce qui est quand même délicat, et c'est vraiment là ce qui va nous poser problème, ce qui va nous intéresser avec John Stuart Mill, c'est que on a néanmoins fait un meurtre en fait. La personne, Richard Parker, elle était encore en vie, et les trois autres matelots ont décidé de la tuer pour permettre leur propre survie. Donc c'est pas exactement non plus comme dans le dilemme du tramway, où dans le dilemme du tramway, il y avait une personne, vous en l'occurrence, qui jugeait la situation de manière un petit peu désintéressée, parce que ce n'était pas votre vie qui était en jeu. Là, c'est la vie des matelots qui était en jeu. Et donc, ce que l'on pourrait leur reprocher, à la limite, c'est de dire, eh bien, ma vie, en tant que matelot, est supérieure à la vie de Richard Parker, et je vais décider de tuer Richard Parker pour que, moi, je vive, tout simplement. Okay, et c'est peut-être ça qu'on pourrait leur reprocher, c'est que ils n'ont pas demandé l'avis de Richard Parker. Si on imagine une situation, mais alors là c'est pas ce qui s'est passé, mais on pourrait l'imaginer, une situation où Richard Parker, se réveillant brièvement, on aurait pu lui demander, Richard Parker, t'es en très très mauvaise santé, probablement tu vas mourir, est-ce que tu acceptes de te sacrifier pour que nous, en fait, eh bien, on ait plus de chances de survie? Et à ce moment-là, si Richard Parker avait dit oui, oui, d'accord, ok, je sais que je vais mourir probablement, tuez-moi, mangez-moi, buvez mon sang, enfin bref, très christique, comme ça, vous pourrez vous survivre et peut-être que vous aurez plus de chances d'être sauvé par la suite. Là, à ce moment-là, je pense qu'on aurait éliminé un gros problème moral. Certes, il y aura encore le problème du cannibalisme, mais là, on pourrait vraiment... Enfin, le cannibalisme, a priori, c'est vraiment un problème davantage culturel et religieux plutôt qu'un problème purement moral, même si c'est souvent lié. Mais enfin bref. Déjà, en enlevant le problème du meurtre, a priori, on enlève un gros poids sur la conscience des matelots. D'accord? Ou même, à la limite, si on reprend leur idée de base, l'idée de faire un tirage au sort et de dire on tire à courte paille, et celui qui a précisément la courte paille, c'est celui que l'on sacrifie. Là, les matelots ne se mettent pas dans une situation où il y en a certains qui ont une vie plus importante que d'autres. Tous considèrent qu'ils ont le même poids, la même importance, et c'est simplement le hasard qui va déterminer celui qui doit être sacrifié. Mais, j'insiste encore une fois, hein, là ce qu'ils ont fait, peut-être ce qui est répréhensible, c'est qu'ils ont décidé, eux, que leur vie était plus importante que celle de Richard Parker. Et c'est un petit peu le problème qui va animer John Stuart Mill. Parce que dans la logique de Bentham, dans la logique purement utilitariste, on pourrait se dire, peu importe en fait que les lois, les droits, par exemple le droit à la vie, là en l'occurrence de Richard Parker, soient enfreints, parce que, en fait, le plus grand bonheur pour le plus grand monde est permis, ce qui fait que
effectivement, Richard Parker est sacrifié, ses droits sont bafoués, mais en contrepartie, on a un plus grand bonheur pour le plus grand monde. Et donc, Bentham, même si évidemment on pourrait apporter des subtilités, mais Bentham peut-être serait assez enclin à dire « Ok, on y va, on sacrifie Richard Parker, même si ses droits sont bafoués, parce que ça permet le plus grand bonheur pour le plus grand monde. » John Stuart Mill, il va avoir un petit peu de mal avec ça, comme on va le voir, parce que pour lui, les droits individuels sont assez importants et on ne peut pas simplement faire la balance des plaisirs et des peines de manière aussi simple et brutale, ce qui pourrait nous conduire parfois, en l'appliquant encore une fois vraiment très simplement, à bafouer des droits individuels. Pour John Stuart Mill, ça va être un petit peu plus délicat et donc il va introduire certains principes qui vont modifier un petit peu les principes de base de l'utilitarisme tout en essayant de conserver la logique de base. Ok, donc on va voir ça tout de suite. Donc John Stuart Mill, vous le voyez, il est ici à gauche. Donc celle à droite, c'est Harriet Taylor. Et elle va être assez importante parce que la vie de John Stuart Mill est un petit peu spéciale. Et pour bien comprendre sa philosophie, c'est assez intéressant d'essayer de voir en fait comment il a pu évoluer. John Stuart Mill, il a été élevé par son père, James Mill, et James Mill, c'est justement l'un des principaux représentants de l'utilitarisme. C'est vraiment un disciple de Bentham, le philosophe que l'on a vu dans le cours précédent, et le fondateur de l'utilitarisme. Et James Mill, si vous voulez, il a essayé d'appliquer les principes utilitaristes à John Stuart Mill, et pour le dire un petit peu simplement, il a essayé de faire de John Stuart Mill une sorte de singe savant. Vraiment un enfant prodige qui connaît des choses qui ne sont pas du tout attendues pour son âge. De mémoire, vraiment, il a appris le grec et le latin à 3 et 6 ans. À quelque chose comme à 9 ans, il a écrit une histoire du droit romain, je crois. Et assez tôt, pareil, il est rentré à l'université, il me semble, vers 15-16 ans. Donc vraiment, c'était un élève surdoué, un enfant prodige, qui a eu des résultats académiques extraordinaires pour son âge. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, John Stuart Mill, il a fini par faire un burn-out, et durant son burn-out, il a rencontré sa femme, et c'est cette rencontre, en fait, c'est une explication biographique peut-être un peu simpliste, mais dans l'idée, c'est la rencontre avec sa femme qui lui a fait reconsidérer un petit peu les principes utilitaristes et qui lui a permis de mettre davantage en avant cette idée de droit personnel, de droit individuel. Okay, et d'essayer de concilier les deux, d'essayer de concilier les principes de base de l'utilitarisme avec la logique très simple, arithmétique du plus grand bonheur pour le plus grand monde, mais également en essayant d'y incorporer cette idée de droit individuel. Juste pour donner une petite anecdote aussi sur le génie de Mill, enfin, à quel point Mill était apparemment surdoué et vraiment intellectuellement exceptionnel, on raconte que lorsqu'il lisait, il mettait plus de temps à tourner les pages qu'à les lire. C'est-à-dire que vous voyez, imaginez que vous êtes en train de lire un livre, bon bah ça vous prend un certain temps pour tourner la page, on va dire, je sais pas, 1 seconde et demie, 2 secondes peut-être si vous êtes un peu lent. Eh bien Mill, il lisait une page entière en moins de temps qu'il ne mettait pour la tourner. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré, c'est peut-être un petit peu romancé, mais en tout cas voilà, c'est pour insister sur le fait que John Stuart Mill, c'était vraiment un intellectuel hors pair. Ok ? Alors, l'un des premiers aspects qui va différer entre la philosophie de Mill et la philosophie de Bentham, c'est que, rappelez-vous, pour Bentham, l'utilitarisme chez Bentham, on pourrait qualifier ça en fait d'hédonisme assez simple. C'est-à-dire que pour lui, tous les plaisirs se valent. Il n'y a pas un plaisir qui est supérieur à un autre. Alors évidemment, il y a des plaisirs qui sont en plus grande quantité que d'autres, et il y a des plaisirs qui durent plus longtemps que d'autres, et à ce titre, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il y a des plaisirs qui sont supérieurs, mais par contre, il n'y a pas de plaisir supérieur en qualité. Vous voyez, tous les plaisirs sont sur le même niveau, et il y a des plaisirs, encore une fois, qui sont plus ou moins longs, ou en plus ou moins grande quantité, mais il n'y a pas un plaisir qui est supérieur à un autre. De ce côté-là, Bentham est vraiment très très égalitaire. Il n'y a pas de plaisir intellectuel, et il n'y a pas de plaisir très simple, genre, il ne fait pas du tout d'élitisme dans les plaisirs. Et ça, c'est quelque chose qui va différer chez Mill. Parce que pour Mill, pour lui, il y a des plaisirs supérieurs et des plaisirs inférieurs. Et les plaisirs supérieurs, ce sont les plaisirs qui mettent en jeu
le caractère intellectuel, en fait, ce qui fait que l'on est proprement humain pour Mill, c'est la capacité à mobiliser justement notre intellect, à avoir des fonctions plus élevées que pour lui, en fait, de simples bêtes, de simples animaux. Alors qu'il y a des plaisirs inférieurs, ceux qui ne mêlent en fait pas les capacités les plus évoluées de l'être humain. Et ça, c'est des plaisirs qu'on peut partager avec les animaux. Et pour Mill, eh bien, c'est des plaisirs qui en valent pas véritablement la peine. Alors certes, ça nous apporte une certaine quantité de plaisir, mais en qualité, vous voyez, et là on parle pas de qualité, on parle pas de quantité, hein, c'est vraiment en qualité qu'il diffère. C'est un plaisir qui est inférieur, non pas parce qu'il y en a moins, mais parce que la qualité est moindre. Et ça, c'est intéressant, mais c'est vraiment très très difficile par contre, parce que lorsque vous avez une doctrine hédoniste, comme celle de Bentham, qui consiste à additionner les plaisirs entre eux pour faire la balance des plaisirs les plus grands, enfin, comment dire, pour faire une balance avec d'un côté le plus grand nombre de plaisirs et de l'autre des plaisirs moindres, voire des souffrances, c'est facile, parce que lorsque tous les plaisirs se valent, eh bien, il n'y a pas d'un côté des membres de, enfin, il n'y a pas d'un côté des pommes et de l'autre des poires. Vous évaluez pas deux choses différentes. Mais à partir du moment où vous dites qu'il y a des plaisirs qui sont non seulement en quantité, mais également en qualité différents, eh bien là, ça devient beaucoup plus difficile. Parce que comment est-ce que vous évaluez, comment est-ce que vous faites la balance lorsque les plaisirs ne se valent plus? Et donc, c'est intéressant, encore une fois. Alors, on ne va pas rentrer trop dans le détail parce que ça irait un petit peu au-delà de... Là, c'est simplement un cours d'introduction à Mill. Si ça vous intéresse, je ferai un cours un peu plus développé sur vraiment toute la philosophie de Mill et toutes les difficultés qu'elle peut amener. Mais cette introduction qui est assez intéressante, cette distinction entre les différents plaisirs, elle est intéressante, mais elle apporte beaucoup de difficultés parce que ça rend le calcul utilitaire très très difficile en fait. Comment évaluer des plaisirs qui ne diffèrent plus seulement en quantité, mais qui diffèrent aussi en qualité? Alors, Mill, évidemment, c'est pas à son époque, mais je pense que assez facilement, si on est un peu snob, on pourrait utiliser ça comme exemple. En gros, pour Mill, un plaisir supérieur, un plaisir qui mêle vraiment l'intellect, ça serait peut-être, je sais pas, d'aller au théâtre, ou d'aller voir un ballet, ou d'écouter de la musique classique, ou lire de la philosophie à la limite. Bref, je veux pas faire l'élitiste, mais bref, ça serait un petit peu l'idée. Alors qu'un plaisir inférieur, ça serait peut-être regarder TikTok toute la journée et regarder les trucs les plus débiles, vous voyez. Bon, c'est un cliché, évidemment, il y a des trucs qui seront pas forcément très bien d'un côté, ni mal de l'autre, mais c'est pour grossir un peu le trait, pour que vous compreniez ce que Mill veut dire. Donc, pour Mill, il y a des plaisirs supérieurs, il y a des plaisirs inférieurs. Et tous ne se valent pas, encore une fois. Donc, une citation qui illustre bien cette pensée de Mill, et c'est une citation que j'aime bien parce que, honnêtement, c'est une question que je me pose souvent et j'ai toujours pas la réponse. Je sais toujours pas, en fait, entre ces deux alternatives, laquelle est la mieux. Je vous dis la citation de Mill, parce qu'en plus, elle est plutôt pas mal, elle sonne bien. Il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait. Il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. Ok? Pour Mill, et là ça devient un petit peu difficile parce que est-ce que en réalité Mill ne s'écarte pas d'un hédonisme lorsqu'il dit ça? Parce que un hédoniste, si l'hédonisme, encore une fois je le rappelle, c'est une doctrine philosophique qui considère que pour atteindre le bonheur, eh bien on doit en passer par le plaisir en fait. Mais après tout, si un porc est satisfait, on pourrait se dire justement qu'un porc satisfait, c'est un porc qui a beaucoup de plaisir. Donc pourquoi est-ce qu'un homme insatisfait serait préférable à un porc satisfait si le porc satisfait a davantage de plaisir? Vous voyez, ce que Mill il dit, c'est qu'il y a des plaisirs qui sont supérieurs en qualité, qui ne sont accessibles qu'à l'homme. Et donc, il vaut mieux être un homme, même insatisfait, plutôt qu'un porc satisfait, parce que le porc satisfait ne sait pas ce qu'il manque en fait. Alors qu'un homme insatisfait, lui, il peut accéder aux plaisirs simples du porc, mais les plaisirs proprement intellectuels, il n'y a que lui qui peut y accéder. Mais c'est vraiment une question que je me pose, et c'est une question que je vais vous poser aussi. Après tout, je sais pas, je regarde par exemple, j'ai 2 chats. Et un chat, s'il est bien nourri, s'il a une bonne maison, sa vie, elle est quand même plutôt pas mal. Il a rien à faire, il peut dormir, il peut manger. Il a une vie, effectivement, qui est très simple, qui est faite exclusivement de plaisir. Encore une fois, s'il est pas maltraité.
ça va pas chercher très loin, mais néanmoins, peut-être que ça suffit en fait. Alors que parfois, il y a des personnes qui sont très très intelligentes, mais avec cette intelligence, avec le fait qu'ils soient aussi très très cultivés, c'est pas la même chose, hein, être intelligent et cultivé, mais parfois vous pouvez être aussi les deux, eh bien vous accédez à pas mal de connaissances que peut-être vous aimeriez précisément ignorer. Le fait qu'il y ait, je sais pas, je dis des trucs un peu clichés, mais la fin dans le monde, de la misère, des guerres, tout ça, eh bien mon chat ne le sait pas, mais quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à la situation géopolitique mondiale le sait. Et peut-être que ça va l'attrister, peut-être que ça va le rendre insatisfait par rapport à la situation mondiale. Donc, malgré le fait qu'il soit humain, qu'il ait accès à des capacités supérieures, peut-être que cette personne sera plus malheureuse. Alors, plus malheureuse, c'est un petit peu difficile parce que du coup, si on dit plus malheureuse, ça ne correspond pas à l'hédonisme, puisque l'hédonisme, le but, encore une fois, c'est d'atteindre le bonheur par le biais du plaisir. Mais s'il est malheureux, le but n'est pas atteint. Mais voilà, bon, j'arrête un petit peu de tourner autour du pot, je vous pose la question, est-ce que selon vous, il vaut mieux être un porc satisfait ou un homme insatisfait? Qu'est-ce que vous en dites? Un homme insatisfait ou un porc satisfait? Et encore une fois, j'ai vraiment pas la réponse, hein. C'est une question que je me pose assez souvent, parce que je me dis, après tout, il y a quand même beaucoup d'animaux qui semblent être paisibles. Alors, est-ce que être paisible, c'est identique au bonheur? Ça serait une autre question. Mais est-ce que simplement, en fait, le fait d'être humain et de se poser tout un tas de questions, ça apporte pas aussi tout un tas de malheurs? Mais d'un côté, est-ce que tous ces malheurs qui sont issus de notre connaissance, du fait qu'on ne soit pas simplement un porc satisfait, d'un côté, est-ce que ça vaut pas le coup? Donc c'est vraiment une question que je trouve très intéressante, et la réponse me paraît pas évidente. Un homme insatisfait. Ah, c'est assez intéressant. Du coup, vous êtes d'accord avec John Stuart Mill. Pour vous, l'intellect, le côté rationnel, même si notre humanité nous apporte notre lot de malheur, eh bien ça vaut quand même plus le coup que d'être un porc satisfait qui a une vie simple, de plaisir, qui n'a pas accès à toutes les choses que l'on peut connaître. Alors, ensuite, le deuxième aspect qui va nous intéresser, c'est la protection des droits individuels et des libertés personnelles. Et comme pour le premier, ça va être assez problématique parce qu'en fait, c'est un élément très très intéressant, mais le truc, si vous voulez, pour le dire simplement, c'est que John Stuart Mill, il essaye un petit peu de tout faire. Et là où la doctrine de Bentham, c'est vrai qu'elle pouvait pécher parce que, concrètement, on peut se dire que dans un cas où il y a une minorité face à une majorité, et que sacrifier la minorité, ça permet d'apporter davantage de bonheur à la majorité, Bentham serait à peu près certainement, alors ça dépend des cas, mais parce qu'on peut considérer ensuite à quel point finalement les conséquences ont des ramifications et voir à quel point les conséquences entraînent également, rentrent en compte dans le calcul des plaisirs et des peines. Mais bref, pour le faire simple, peut-être que Bentham serait enclin à sacrifier les droits d'une minorité pour permettre à une majorité d'avoir plus de bonheur. Mill, pour lui, ça c'est problématique, et donc il essaye en fait, pour le dire comme ça, il essaye d'introduire une sorte d'aspect déontologique. La déontologie, c'est l'aspect moral qui se concentre sur le devoir, et c'est une doctrine que l'on verra davantage avec Kant dans un cours prochainement. Mais en fait, les deux sont souvent opposés. Et si vous voulez, c'est difficile de concilier les deux. Parce que l'utilitarisme, c'est une doctrine qui se concentre davantage sur les conséquences d'une action, alors que la déontologie, ça se concentre sur l'intention. Et essayer de concilier les deux, c'est très très difficile. Parce que soit vous jugez une action morale d'après ses conséquences, soit vous la jugez d'après l'intention. Mais essayer de la juger à la fois d'après les conséquences et de l'intention, eh bien, ça apporte son lot de difficultés. Et c'est un petit peu ce que Mill essaye de faire. Mais après, l'intention est louable, hein, parce que, précisément, on voit bien que c'est assez problématique de sacrifier une personne au profit de la majorité, parce que ça veut dire bafouer les droits d'une personne. Peut-être que torturer, peut-être que vraiment tuer une personne, si ça apporte à la société davantage de plaisir, Bentham, peut-être qu'il dirait oui. Mais intuitivement, parce qu'on a quand même assez souvent en fait un aspect déontologique dans notre réflexion, on se dit qu'il y a un petit peu un problème, parce que ça bafoue ses droits. Et c'est ce qu'il essaye de réparer dans la doctrine utilitariste, mais encore une fois, c'est pas évident.
Donc Mill, il défend la liberté individuelle et les droits fondamentaux. L'État pour Mill, il peut intervenir pour protéger les droits individuels. Et là, de la même manière, on voit qu'il y a un petit peu une tension. Parce que l'utilitariste de Bentham, c'est une doctrine qui se concentre davantage sur la société dans son ensemble plutôt que sur les individus. Parce que le plus grand bonheur pour le plus grand monde, précisément, ça concerne le plus grand monde, ça ne concerne pas l'individu. Et si l'individu peut être sacrifié au profit du plus grand monde, allons-y. Mill, lui, il dit oui, mais néanmoins, on doit essayer de protéger les droits individuels. Et pour protéger les droits individuels, l'État doit parfois intervenir. Donc vous voyez, ça apporte une petite modification, mais qui n'est pas des moindres, parce que ça modifie un petit peu l'objectif principal de l'utilitarisme, qui était le plus grand bonheur pour le plus grand monde. Mais pour essayer de limiter quand même, parce qu'après le risque, c'est que l'individu prime par rapport au plus grand nombre, et là, ça serait carrément oublier en fait les principes de l'utilitarisme, donc l'État ne doit intervenir que pour protéger autrui. Donc on reste dans une doctrine altruiste, qui se concentre sur les autres, mais qui essaye d'incorporer une défense de l'individu. Donc, bon, vous jugerez par vous-même, hein, c'est ça qui est intéressant aussi en philo, c'est d'essayer de se faire ses propres réflexions. Laquelle des deux doctrines est la plus juste, entre celle de Bentham, qui veut un utilitarisme peut-être plus simple, mais d'un côté, je ne vais pas dire plus pur, enfin plus élégant, parce qu'on a juste à faire la balance des plaisirs et des peines, c'est une balance arithmétique qui n'apporte pas de différence qualitative entre les plaisirs et les peines, et qui n'essaye pas de protéger les individus contre la majorité, ou alors on essaye de se rapprocher davantage de la doctrine de Mill, et on essaye d'apporter quelques modifications en montrant qu'il y a des plaisirs et des peines qui ont une qualité supérieure ou inférieure, donc on ajoute ça dans l'équation, et on essaye aussi de montrer que la majorité ne peut pas toujours écraser la minorité, même si ça permettrait d'apporter davantage de bonheur au plus grand nombre. Ok? Vous avez bien compris? Donc, la justice et le principe d'utilité. Dans le cas du naufrage de la mignonnette, la décision de sacrifier une vie pour assurer la survie des autres soulève des questions sur la balance entre le bonheur général et les droits individuels. Parce que, vous voyez, ce cas, il illustre bien la tension dans la philosophie de John Stuart Mill entre, d'un côté, le souhait de vouloir conserver les principes utilitaristes qui consistent à privilégier la majorité, privilégier le plus grand bonheur pour le plus grand monde au détriment de la minorité, mais aussi essayer de protéger les droits individuels, et en l'occurrence ici le droit à la vie de Richard Parker. Parce que Richard Parker, il n'a pas consenti à mourir. Il n'a pas dit oh, « ok, vous pouvez me sacrifier parce que de toute façon, je sais que je vais mourir ». Non, Richard Parker, il était dans le coma, donc il n'a pas donné son consentement. Et ça, c'est vraiment très très important, c'est un aspect qui va nous intéresser par la suite, dans le reste du cours, enfin dans les prochains cours. Cette idée de consentement, en fait, on va voir qu'elle est assez essentielle dans la morale et dans la justice. Parce que là, ce qui diffère véritablement, le gros problème, c'est que Richard Parker n'a pas donné son consentement. Et un utilitariste peut-être plus pur, comme Bentham, dirait, bien, tant pis en fait, même s'il n'a pas donné son consentement, de toute façon, le sacrifier, c'est la chose juste à faire, parce que ça permet de sauver, à coup sûr, le plus grand nombre. Mill, lui, conserverait la nécessité de respecter les droits individuels, et donc dirait que même si ça permet d'apporter davantage de bonheur au plus grand monde, eh bien, ça reste une décision que l'on ne doit pas faire, on ne doit pas le tuer au profit de la majorité, parce que ça enfreint ses droits individuels qui sont primordiaux. Ok? Vous comprenez bien la tension? Mais comment décider après? Est-ce que les droits individuels sont toujours primordiaux, peu importe le nombre? Par exemple, si vraiment on a une personne contre toute l'humanité, est-ce qu'on doit conserver, est-ce qu'on doit protéger les droits de cette personne au détriment de tout le reste de l'humanité? Bentham dirait certainement non, Mill serait peut-être plus enclin à dire oui. Alors, si vous voulez, dernière partie du cours, vous pouvez répondre à quelques questions. Il y a 10 questions. Alors là, en l'occurrence, vu qu'on a fait que 2 cours, on a fait le cours sur Bentham et le cours sur Mill, il va seulement y avoir des questions sur Bentham et sur Mill. Par la suite, le principe, c'est qu'il y ait toujours 5 questions sur le cours que l'on vient de voir et 5 questions sur l'ensemble des cours précédents. Donc,
bon, si vous n'avez pas suivi l'ensemble des cours précédents, vous pouvez considérer qu'en gros, c'est des questions de culture générale. Et ça peut être rigolo de les faire, même si vous ne savez pas forcément les réponses. Donc, question, c'est parti. Quel est le nom du naufrage où les survivants ont recouru au cannibalisme? Le naufrage du Méduse, le naufrage de la Mignonnette, le naufrage du Titanic ou le naufrage de l'Essex? Oui, bien joué, c'est le naufrage de la Mignonnette. Il y a un petit tableau des scores aussi, si vous êtes compétitif, vous pouvez vous lancer. Quelle est la distinction entre différents types de plaisirs selon John Stuart Mill? Les plaisirs esthétiques et les plaisirs éthiques et les plaisirs esthétiques, les plaisirs matériels et les plaisirs spirituels, les plaisirs supérieurs et les plaisirs inférieurs, ou les plaisirs égoïstes et les plaisirs altruistes. Ouais, bien joué, effectivement, c'est les plaisirs supérieurs et les plaisirs inférieurs. Comment Mill conçoit-il la protection des droits individuels et des libertés personnelles? Les droits individuels sont secondaires par rapport au bonheur général. Les individus doivent renoncer à leurs droits pour le bien commun. L'État ne doit intervenir que pour protéger autrui. L'État doit contrôler tous les aspects de la vie individuelle. Elle n'est pas évidente, celle-ci. Effectivement, l'État ne doit intervenir que pour protéger autrui. L'idée, c'est pas d'avoir un État qui intervient en permanence sur tous les sujets, c'est vraiment d'avoir un État qui se concentre sur les libertés individuelles, qui essaye de protéger les libertés individuelles, mais précisément en laissant davantage, en laissant suffisamment de marge pour que ces libertés puissent exister. Quelle citation de Mill illustre sa conception des plaisirs? L'homme est un loup pour l'homme. Il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait. Le bonheur est le seul bien intrinsèquement bon. La liberté consiste à faire tout ce que les lois permettent. Bien joué, effectivement. La réponse est donc « Il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait ». Très très bonne citation à mon sens. Question bonus contre double. Selon Mill, la justice est-elle compatible avec le principe d'utilité? Non, la justice est incompatible avec l'utilitarisme. La justice est indépendante du principe d'utilité. Oui, la justice est un élément essentiel de l'utilitarisme. Mill ne traite pas de la justice dans sa philosophie. Question qui n'est pas évidente non plus. Effectivement, c'est le jaune. Je suis d'accord, soit dit en passant. Il faudrait que je la reformule un petit peu parce que les réponses sont pas non plus ultra évidentes. Mais oui, celle qui se rapproche plus en tout cas de ce que Mill il dit, c'est que la justice est un élément essentiel de l'utilitarisme, parce que en fait on ne peut pas distinguer les deux si vous voulez. La justice fait partie de l'utilitarisme. Alors, petite question qui concerne le dernier cours. Quelle est l'œuvre majeure de Bentham sur l'utilitarisme? Est-ce que c'est le Léviathan, De la liberté, l'introduction au principe de la morale et de la législation, ou la richesse des nations? Donc si vous n'avez pas suivi le dernier cours, vous inquiétez pas, c'est pas grave. De toute façon, vous n'êtes pas noté à la fin. Vous pouvez considérer que c'est une sorte de quiz de culture générale. Mais si vous savez pas, c'est pas anormal non plus, c'est des questions un petit peu spécifiques quand même. Donc c'est pas attendu que tout le monde sache ça. Ouais, c'est l'introduction au principe de la morale et de la législation. Qu'est-ce que le principe du plus grand bonheur selon Bentham? J'en ai un petit peu parlé aujourd'hui, donc peut-être que vous pouvez essayer de vous rattacher à ça. La plus grande quantité de bonheur pour le plus grand nombre de personnes. Le bonheur est un idéal inatteignable. Le bonheur de l'individu avant tout. Le bonheur peut seulement être atteint à travers la souffrance. Bien joué, effectivement, la plus grande quantité de bonheur pour le plus grand nombre de personnes. C'est ce qui résume la doctrine utilitariste dans sa version la plus simple. Comment Bentham définit-il la moralité des actions? Une action est morale si elle augmente le bonheur global. Une action est morale si elle est dictée par la religion. Une action est morale si elle est conforme à la loi. Ou une action est morale si elle respecte les droits individuels de chacun. Ouais, bien joué. Effectivement, une action est morale si elle augmente le bonheur global. Le plus grand bonheur pour le plus grand monde, c'est encore une fois le principe utilitariste. Avant-dernière question. Comment Bentham conçoit-il les droits individuels par rapport à l'intérêt de la majorité? Les droits individuels sont toujours prioritaires. Les droits individuels ne devraient
souvent pas être prises en compte. Les droits individuels peuvent être sacrifiés pour plus de bonheur général, ou les droits individuels et l'intérêt de la majorité sont en harmonie. Alors attention, on parle ici de Bentham, on parle pas de Mill. Hein. Bien joué. Donc du coup, vous n'êtes pas tombé dans le piège, parce que pour Bentham, lui, il s'occupe pas de cette affaire de droits individuels. Pour lui, c'est pas ça ce qui importe, c'est le bonheur général. Bien joué. Et dernière question, comment l'expérience de pensée du dilemme du tramway est-elle analysée à travers l'utilitarisme de Bentham? Le dilemme du tramway est un cas trop hypothétique pour être analysé. Il n'est jamais justifié de sacrifier une vie. Il serait justifié de sacrifier une vie pour sauver plusieurs autres. Le choix ne pourrait être fait qu'en connaissant les personnes concernées. Bien joué, effectivement, il serait justifié de sacrifier une vie pour sauver plusieurs autres. Donc c'est la logique, on fait la balance, pour, contre, il y en a plus du côté pour, donc on choisit le sacrifice d'une seule personne. Donc voilou, on en a terminé pour ce petit cours sur John Stuart Mill. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des remarques, des questions, etc., n'hésitez pas, soit dans le chat, soit dans les commentaires de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me faire part de vos remarques, ça me permet de m'améliorer. Et puis s'il y a des choses pour lesquelles j'ai pas été très clair, ou vous souhaitez vraiment que je développe davantage, n'hésitez pas